Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors autant que le Cthulhu de la semaine dernière était tout petit, autant celui de cette semaine, il va être un peu plus conséquent. Alors non pas que j'ai lu plus, mais pour tout vous dire, la semaine dernière, j'avais pas tout à fait terminé de lecture. Et comme je les avais pas tout à fait terminées, je ne pouvais pas vous en parler. Sauf que je les ai terminés en début de semaine dernière. Et donc, ça va venir s'ajouter au Cthulhu de cette semaine. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors il y a certains romans où je vais passer, il y a un roman notamment où je vais passer un peu plus vite parce que c'est une suite de saga et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je vous raconte toute la saga pour le tome 3. Donc on va commencer avec Ogé de Terry Pratchett, publié aux éditions La Talente. C'est le tome 8 de la saga des Annales du Disque Monde. C'est une saga que j'avais commencée il y a 2 ans, pour l'été en série. Hein. J'avais pour objectif louable de lire un maximum de livres de cette saga pour ce fameux été en série. J'en avais lu 3 sur 41. Donc voilà, 2 ans après, je suis au tome 8. Donc vous voyez que j'en ai encore pour beaucoup d'étés en série à venir. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est une saga un peu au long cours. Il y a 41 tomes de mémoire. Donc il y a encore beaucoup à venir. Donc ici, dans ce tome, on va se retrouver dans la fameuse cité d'Ankh-Morpork, qui est la cité phare du Disque Monde. Et on va s'attacher plus particulièrement au guet. Alors le guet, qu'est-ce que c'est? C'est, pour ainsi dire, un service de police, avec un service de jour et un service de nuit. Comment rentre-t-on au guet? Alors ce n'est pas en ayant le sens de la justice chevillé au corps que l'on rentre au guet. Non, c'est plutôt quand vous faites une grosse connerie. Quand vous faites une grosse connerie ou quand les gens ne savent pas trop quoi faire de vous, on vous envoie là-bas. Et on va rencontrer donc le capitaine Vimer, qui est le capitaine de l'équipe de nuit. Ça va pas bien dans sa vie, hein, au capitaine Vimer. Il est plus souvent ivre-mort, affalé contre un muret dans une rue que à proprement parler, à poursuivre les voleurs. Faut dire aussi qu'il y a un deal entre les différentes guildes et le guet. Voilà, tout le monde se laisse plus ou moins tranquille et chacun restant tranquillement chez soi et les vaches seront bien gardées. Sauf que va arriver un élément, on va pas dire perturbateur, mais un nouvel élément en la personne de Carotte. Carotte, c'est un jeune homme qui est extrêmement... qui est bâti comme un ours. Je reprends, on fait Carotte qui a la carrure d'un ours, sauf qu'il a été élevé par des nains. Et arrivé à un moment, sa carrure gêne un petit peu dans la population naine, et son père décide de l'envoyer au guet. Et donc notre Carotte arrive à Ankh-Morpork avec des idées de justice, des idées... voilà, il est d'une naïveté aussi grande que sa taille. Et ce qui va engendrer quand même un certain nombre de situations pour le moins rocambolesques quand il va arriver à Ankh-Morpork. Et on a également une espèce de société secrète qui va voler un livre magique dans la bibliothèque d'Ankh-Morpork et invoquer un dragon. Alors autant vous dire que le dragon, quand il va arriver à Ankh-Morpork, ça va chauffer. Donc on a tout ce petit monde dans ce tome, et on va aussi avoir une femme qui s'occupe d'une pension pour dragons un peu mis de côté. Ils étaient tout mignons, ces petits dragons-là. Alors moi, vous savez, quand il y a des dragons, j'aime beaucoup.
Et j'ai adoré retrouver l'univers du Disque Monde. On retrouve bien évidemment certains personnages qu'on a rencontrés dans les romans précédents, des personnages incontournables, tels le bibliothécaire et la mort. Je crois qu'il ne se passe pas un roman sans qu'on croise la mort, qui vient réclamer son dû. Et franchement, voilà, il y a du second degré, il y a des calembours, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup aussi de bons sentiments, la loyauté, l'amitié, voilà, l'amour de son prochain. Enfin, bref, il y a énormément de thèmes qui sont abordés à chaque fois dans les romans de Terry Pratchett. Et celui-ci, Ogé, est le premier tome d'un cycle, parce que les Annales du Disque Monde sont composées, c'est une saga, mais qui est composée en plusieurs cycles. Il y a le cycle des sorciers, le cycle des mages, le cycle des sorcières, le cycle du guet, et donc celui-ci est le premier tome du cycle du guet. Donc j'espère très sincèrement pouvoir retrouver toute cette bande, parce que franchement, les deux adjoints du capitaine Vimer, ils valent leur pesant de cacahuètes aussi. Autant vous dire que Carotte, le capitaine Vimer et leurs acolytes, j'aimerais beaucoup les retrouver parce qu'ils m'ont vraiment fait passer un excellent moment. Ensuite, j'ai lu Ars Obscura, Sorcier Empereur de François Baranger, publié aux éditions de Noël. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, je vais parler assez brièvement de ce roman parce que c'est quand même un tome 3 et qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans les tomes précédents. Pour vous faire un petit résumé, on se retrouve en France en 1810-1815, dans ces eaux-là. Napoléon, pour pouvoir asseoir sa domination sur la France et sur l'Europe, s'est adjoint les services d'un sorcier, un sorcier noir, qui a des accointances avec ce qu'on appelle l'art obscur. Tout le monde ne peut pas invoquer l'art obscur, et ce sorcier lui a apporté une aide précieuse lors des grandes batailles de Napoléon. Sauf que eh ben, il n'est peut-être pas tout à fait le seul à pouvoir invoquer l'art obscur. On a d'autres personnages qui peuvent l'invoquer, et va s'en suivre du coup une lutte entre les bons utilisateurs et les mauvais. Il y a énormément de rebondissements à chaque tome. Dans ce tome 3, on retrouve les personnages principaux en Égypte, sur les traces du père d'Éthelinde, qui est une jeune femme qui est un petit peu sorcière, et ils vont essayer de trouver sur les traces du père d'Éthelinde peut-être une solution pour se débarrasser du fameux sorcier d'Empire. On a beaucoup d'autres personnages qui gravitent autour des personnages principaux. Il y a énormément de rebondissements dans ce tome 3, beaucoup de revirements de situation. Il y a certains personnages qui sont plus mis en avant que d'autres, et au fur et à mesure du récit, on comprend pourquoi. Et voilà, j'ai encore une fois été portée par ce récit, portée par la voix du narrateur de ce livre audio, car je suis cette saga depuis le début en audio, et la voix du narrateur, c'est Yvan Lecomte. Je peux vous dire que, comme je le dis toujours dans un livre audio, c'est la voix du narrateur qui est extrêmement importante, qui peut vous embarquer ou non dans le récit. Et je peux vous dire que la voix d'Yvan Lecomte, elle vous embarque. Vous êtes vraiment plongé dans l'univers d'Ars Obscura. C'est, voilà, si vous aimez les sagas uchronies, historiques, et ben franchement, allez sur foncez sur cette saga que l'on voit assez peu tout de même sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est bien dommage parce que c'est quand même une saga qui vaut son pesant de cacahuètes. Décidément, ça va être l'expression à la mode de cette vidéo, et elle gagne vraiment à être connue. Ensuite, j'ai écouté en audio
grâce à Annette Gallet, je vous mettrai la vignette ici, j'ai lu Norferville de Franck Tillier, publié initialement aux éditions Fleuve Noir. C'est le tout dernier Franck Tillier, le cru 2024. Et ben ce Franck Tillier sort un petit peu des sentiers battus. Là, Franck Tillier, il a complètement changé son fusil d'épaule. Il nous a offert un roman qui change un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire. On est à Norferville, dans le Grand Nord canadien, et on va découvrir le cadavre d'une jeune fille assassinée et horriblement mutilée. Cette jeune fille, il s'avère que c'est la fille d'un ressortissant français. Sa fille était également française, et donc pour le prévenir de la mort de sa fille, on va lui dire que sa fille a été retrouvée dans le Grand Nord canadien et qu'elle a été assassinée. Pour Teddy, son père, qui est détective et criminologue, il réfléchit pas bien longtemps. On apprend très vite que les relations avec sa fille étaient plus ou moins tendues, que ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait ni vue ni parlé au téléphone. Et donc, il plaque tout et part toute affaire cessante dans cette contrée qui a vu sa fille mourir. Parallèlement à ça, on suit Léonie Roch, qui est policière et qui va être missionnée par son supérieur sur les lieux de ce meurtre. Il faut savoir que Léonie est originaire de Norferville, mais suite à... Bon, de toute façon, c'est pas un spoil, hein, suite à un viol qu'elle a subi étant jeune, elle a décidé de partir et de ne plus jamais remettre les pieds à Norferville. Sauf que là, compte tenu des événements, elle va être obligée d'y retourner et donc du coup d'affronter son passé, en plus de mener l'enquête sur la mort de cette jeune femme. Alors dans ce roman, on est très vite pris par l'ambiance glaciale qui règne là-bas. Alors glaciale dans tous les sens du terme. Glaciale au niveau climatique, parce que c'est quand même le Grand Nord canadien. Autant vous dire que nous, ici, en hiver, quand on a -2, -4, -5, on se plaint qu'il fait froid. Là-bas, je disais avant de me faire couper la chic, là-bas, il fait quand même -12, -15. Donc, il faut quand même avoir un certain équipement et des vêtements beaucoup plus chauds que ce qu'on a en France pour pouvoir survivre dans ce climat pour le moins hostile et glacial aussi dans l'ambiance qui règne parmi les habitants de Norferville. Autant vous dire que Léonie n'a pas été accueillie à bras ouverts par ses collègues policiers du coin, étant donné que tous la connaissent plus ou moins, parce qu'elle a grandi là-bas, ils ont connu la petite fille, la petite Léonie, et certains sont quand même assez goguenards quand ils la voient revenir, parce que ça reste quand même une femme, et elle est métisse, elle est moitié Innu, moitié canadienne, et ce qui fait que les métis, les sans-mêlés, comme on les appelle là-bas, sont très maltraités par les Canadiens. Du coup, c'est dans cette ambiance très glaciale, à tous les sens du terme, que Léonie et Teddy vont mener l'enquête sur la mort de la fille de ce dernier. Et ils vont vraiment aller de découverte en découverte. Alors, j'ai trouvé quand même que l'enquête était, somme toute, assez classique. On n'a pas non plus des rebondissements à toutes les pages, à toutes les fins de chapitre. Ce qui a vraiment marqué dans ce roman, c'est cette ambiance pesante, cette ambiance glaciale, cette ambiance malsaine. Et les deux personnages de Léonie et de Teddy, ces deux personnages écorchés par la vie, je ne veux pas dire ces deux handicapés des sentiments, mais presque, ils se trouvent bien.
ils s'entendent bien, ils se concertent au niveau de cette enquête. Mais c'est vraiment l'ambiance de Northerville qui fait tout le sel de ce roman. Parce que je vous dis, hein, l'enquête, elle est très très classique. J'ai bien aimé ce roman. J'ai apprécié suivre les personnages. Par contre, j'ai peut-être un peu moins aimé que les autres romans qu'a pu proposer l'auteur, comme La Faille que j'ai lu il y a pas tellement longtemps. Je crois que je l'ai lu il y a 15 jours. Voilà, j'ai un affect quand même particulier avec Charcot et Henbel que je suis depuis le début. Ça fait peut-être à peu près 20 ans maintenant. Mais voilà, j'ai plus l'habitude du thriller, vraiment thriller, plus que le roman d'ambiance que ce que Franck Tillier nous a fait avec Northerville. Néanmoins, ça se lit super bien. Ça se lit super bien en période de canicule. Alors, je vous souhaite bon courage en ce moment pour trouver un endroit où il y a de la canicule et de lire ce roman. Ça pourra grandement vous rafraîchir. Voilà, c'est pas un mauvais roman, j'ai bien aimé, mais ça ne restera pas un de mes préférés de l'auteur. Voilà. Ensuite, voyons, j'ai lu ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Ah bah oui, il me semblait bien. Ah, j'ai failli oublier de vous parler. Il me semblait bien qu'il m'en restait un. Enfin, deux. Et alors, pouf, pouf. Voilà. Ensuite, j'ai lu À la folie, pas du tout, de M.J. Arledge, publié aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Ici, on est dans un nouveau tome des enquêtes d'Ellen Grace. Dans cette enquête, on va suivre Ellen Grace sur toute une journée. Le roman démarre très tôt, vers 7 heures, où le roman va démarrer par l'assassinat sauvage d'une femme sur le bord d'une route de campagne. Et on va suivre l'itinéraire meurtrier tout au long de cette journée. Alors on commence par un premier meurtre, s'ensuit un deuxième. Et donc, Hélène et son équipe sont particulièrement sur les dents, car on sait dès le départ qui sont les meurtriers, mais va s'engager une course contre la montre entre la police et ses meurtriers. La police en essayant bien évidemment d'anticiper l'endroit où ils vont aller à la suite de leur dernier assassinat pour essayer d'arriver avant eux et de les arrêter. Alors, bien évidemment, tout ne se passe pas évidemment comme prévu. On va suivre l'itinéraire sanglant de ces deux meurtriers. Alors, bien sûr, tout n'est pas aussi simple. Quand je vous dis qu'on connaît l'identité des meurtriers très rapidement, on se doute bien que ça va pas être le cœur, le cœur du roman. M.J. Arledge, il a quand même quelques secrets, quelques bottes, quelques armes secrètes sous le pied. Et bien évidemment, à la moitié du roman, on va avoir un sursaut qui va relancer l'enquête vers une autre piste. Mais ce qui a fait l'intérêt de ce roman, c'est qu'on le prend à la suite des événements du précédent, sans vous dire, en quelques mots, Ellen Grace a été emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle a séjourné en prison. Ça, c'est le sujet du roman précédent. Là, elle est ressortie de prison, elle a repris son poste. Mais elle conserve quand même quelques séquelles de son séjour en prison, notamment vis-à-vis de son entourage. Elle le fait grandement sentir à certaines personnes, et elle a beaucoup de doutes sur elle-même, à savoir est-ce qu'elle est encore capable d'assurer ses fonctions
de commandant. Et on va suivre un autre personnage récurrent de la saga Helen Grace dans ce roman plus particulièrement. Il y a un événement que j'ai vu arriver gros comme une maison. Je me suis dit, ça va arriver, c'est obligé, ça va nous tomber dessus, et ça n'a pas manqué, c'est arrivé. Même si je m'y attendais, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit peu le cœur serré à ce moment-là, parce que bon, je vous dis pas pourquoi, mais il y a quand même un événement qui secoue quand même toute l'équipe dans ce roman. Alors c'est pas non plus, hein, comme le roman comme Norferville, c'est pas l'enquête du siècle, mais c'est plutôt un roman sur la traque de 2 meurtriers, sur le travail des policiers dans ce genre de situation, et bien évidemment aussi sur l'entourage d'Helen Grace et Helen elle-même. J'ai beaucoup aimé, une fois de plus, retrouver la plume de M.J. Arledge. Ça marche à chaque fois. Je trouve qu'Helen a énormément changé par rapport au tout premier roman de la saga. Et j'apprécie de plus en plus, et c'est un plaisir renouvelé à chaque fois, de suivre ce personnage atypique. Et oui, comme je vous dis, qui a beaucoup changé par rapport au premier roman. Je ne vous dirai pas en quoi, mais ceux qui suivent la saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'évolution d'Helen Grace au fur et à mesure des romans. J'ai les autres romans qui m'attendent dans ma palle. Je vais profiter de l'été en série pour pouvoir continuer cette saga et peut-être, je dis bien peut-être, à la rentrée, être à jour de cette saga. Je dis bien peut-être, hein, parce que vous savez, hein, on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien ici. Enfin, dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de La mère et l'assassin d'Alexandra Eshkenazi, publié aux éditions Plomb dans la collection Thriller. Alors, c'est un roman qui est sorti l'année dernière, en mai 2023, que j'avais reçu de la part des éditions Plomb et que je n'avais toujours pas lu. C'est chose faite. Et c'est dommage parce que j'ai pas beaucoup vu hein, ce roman sur les réseaux. Et c'est dommage, hein, parce que c'est un petit roman bien sympathique. Donc ici, on va se retrouver à Saint-Malo. Et on apprend très vite que une jeune fille de 17 ans a été tuée. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps. Les soupçons se sont très vite portés sur son prof de sport, avec qui elle avait eu un petit flirt, et donc il a tout de suite été arrêté par la police, parce qu'il y avait tous les indices convergeaient sur lui, et il a tout de suite été arrêté et placé en détention provisoire. Sauf que il y a eu un vice de procédure, et cet homme, Glenn Benek, a été libéré en l'attente de son procès à cause d'un vice de procédure. Forcément, la mère de la jeune fille, Morgane, ne l'entend pas de cette oreille. Et elle est bien décidée à se venger de cet homme, mais surtout déterminée à ce qu'il lui dise où est caché le corps de sa fille. Et donc, elle va l'enlever à sa sortie de prison, elle va le séquestrer sur un bateau, et elle va tout faire pour qu'il lui dise où se trouve le corps de sa fille. Et ça, c'est le début. Et on va suivre également une flic, Nina, qui est arrivée nouvellement en Bretagne. Elle a suivi... Elle a rejoint son mari. Elle vient de la banlieue parisienne. Et elle vient de commencer du coup en Bretagne. Et à peine arrivée en Bretagne, elle est tombée enceinte, ce qui a suscité les foudres de son supérieur, qui est un gros connard, hein, autant dire les choses comme elles sont. Et très vite, elle va flairer que dans cette histoire, dans cette enquête, il y a des choses
qui n'ont pas été creusées, des pistes qui n'ont pas été creusées, et peut-être que l'enquête a été bâclée. Et donc on en est là, on va suivre tous ces personnages pendant différentes phases. Dans certains chapitres, on alterne entre le présent et le passé. Et on s'aperçoit que certains personnages ne sont pas vraiment tout blancs. Certains ont quelque chose à cacher. Et voilà, on suit l'alternance entre le passé et le présent. À peu près à la moitié du roman, j'avais deviné qui était derrière tout ça. Alors, j'avais deviné son identité, mais j'avais pas identifié son mobile. Donc, en cela, j'ai été surprise. C'est une enquête qui se suit très bien, les chapitres sont courts, la tension monte, crescendo au fil des chapitres. Ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai trouvé que le personnage de la flic intervenait très peu dans ce roman. On la voit dans le dernier tiers. Elle intervient vraiment purement et simplement et réellement dans cette enquête que dans le dernier tiers du roman. Dans les 2 tiers, c'est un autre personnage qui est à la barre, si j'ose dire, pour faire une métaphore nautique. Et je l'ai trouvé, c'est quand même une enquête policière, et je l'ai quand même trouvé, le personnage du flic, très en retrait par rapport à cette enquête. Ceci mis à part, j'ai beaucoup aimé comment Alexandra Eshkenazi a construit son roman. J'ai trouvé la fin un peu convenue, mais bon. Une fois n'est pas coutume, de temps en temps, avoir une fin comme ça dans un roman policier. Voilà, ça passe. Mais bon, s'il y avait eu une autre fin, un peu moins convenue, ça ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire. Donc voilà, c'est un petit roman policier qui fera parfaitement l'office, qui peut se dire parfaitement cet été. Voilà, il est assez court, il fait 255 pages. Glissez-le dans votre valise. Il vous accompagnera parfaitement sur votre lieu de vacances. Par contre, vous ne regarderez plus jamais les petits bateaux de plaisance comme ça. Vous les regarderez plus jamais comme avant. Ça, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, voilà, j'ai passé un beau moment avec ce roman. C'est peut-être pas, c'est pas un coup de cœur hein, pour les raisons que je vous ai exposées, mais malgré tout, ça a fait le job. Voilà, l'enquête menée et il y a du monde au-dessus de moi, ça fait peur. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup, j'ai apprécié ce roman. J'ai apprécié les personnages, toute la galerie de personnages est très intéressante. Lisez-le au moins pour les personnages. Et ils sont extrêmement intéressants. L'enquête est sympa à suivre, mais je vous dis, la policière est assez en retrait dans ce roman. Voilà, ce qu'a-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça ne fait de mal à personne. C'est pas comme ça que je le dis d'habitude, mais tout y est. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!